C'est ici, dans la plus grande gare d'Europe, qu'un chef triplement étoilé a ouvert une brasserie aux allures contemporaines. Chaque jour, plus de 1000 personnes s'y restaurent. C'est ça, Thierry, comme plat que je peux faire? Justement, on va dresser un paleron, là. Ah bah d'accord. Thierry Marx, l'un des plus grands cuisiniers au monde, s'est lancé un nouveau pari, faire de la cuisine traditionnelle. C'est du paleron de bœuf. Donc c'est la partie avant, très longuement cuit, sur un lit de légumes, ce qu'on appelle une matignon de légumes, carottes, oignons, navets, poireaux. Ça va braiser la viande, on va ajouter un vin rouge, plus de l'eau bien sûr. Et il va y avoir un échange entre la viande, les légumes et ces produits. Tout ça va cuire longuement, en moyenne 6 heures. Et puis on va avoir un plat mijoté. C'est typiquement un plat de brasserie. C'est un peu comme une chanson populaire. C'est-à-dire que vous allez retenir les paroles. Et à chaque fois que vous prononcez une parole, vous imaginez le lieu ou la chanson. Quand on dit œuf mayonnaise, immédiatement, dans sa tête, on visualise l'œuf mayonnaise. Paleron de bœuf, saucisse, lentilles, voilà, c'est des plats que vous mémorisez facilement. Une cuisine simple, efficace, qui correspond au terroir et au territoire français. Bien qu'il ne passe qu'une seule fois par semaine dans l'établissement, il apporte toujours sa touche personnelle. Pour accompagner la viande, Thierry Marx a osé une originalité, un cannelloni de tétragone, une sorte d'épinard, avec des dés de butternut. Brasserie, c'était faire un gros volume de cuisine et de bonne cuisine. Donc quand on commence à friser les 300, 400, 500 couverts, il faut être très pratico-pratique, très efficace. Donc là, il y a un bon produit, il y a 3 gestes pour le dresser de l'assiette et l'envoi. Ce n'est pas le défi culinaire que recherche Thierry Marx avec cette brasserie. Pour cet enfant du 20e arrondissement de Paris, c'est plutôt un acte citoyen. Dans les gares, or qu'on avait plutôt vu arriver pendant les 30 dernières années passées des produits de substitution, pas de très bonne qualité, issus de l'industrie, là maintenant il y a une vraie volonté de replacer l'artisanat au cœur de ces gares. Et ces brasseries, eh bien, populaires, ça veut dire toutes les extractions sociales. Vous pouviez trouver un notaire de province, mais aussi un garçon boucher, un coursier, comme un responsable de banque. C'est ça la magie d'une brasserie, c'est de brasser les gens, de brasser les populations. En s'installant au cœur de la gare la plus fréquentée d'Europe, Thierry Marx renoue avec la grande histoire de la brasserie parisienne. Déjà au XIXe siècle, la construction des gares à Paris favorise l'éclosion du phénomène brasserie. Les voies ferrées permettent d'acheminer des produits de première fraîcheur encore jamais vus dans la capitale. Et les gares drainent des milliers de voyageurs en quête d'un endroit où se restaurer rapidement et à petit prix. Partie intégrante de notre patrimoine vivant, une vingtaine de brasseries ont une place à part dans notre cœur. Ce sont des adresses au prestige immense, lieux uniques par la beauté de leurs édifices. Elles figurent toutes dans nos guides de voyage et y dîner est une forme d'expérience qu'il faut avoir vécue au moins une fois. Ce parfum d'un autre temps, nos grands anciens l'ont connu et on veut automatiquement le connaître à son tour. Ces grandes brasseries, aujourd'hui emblèmes de Paris, apparaissent dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il y a d'abord en 1847 la Closerie des Lilas, puis Beaufinger, le Grand Café des Capucines, Lippe. 15 ans plus tard, Mollard. La même année, Zimmer et Bouillon Chartier. La Rotonde, la Lorraine, enfin en 1927, la Coupole. Mais ces brasseries mythiques sont-elles toutes à la hauteur de leur réputation? Nous avons enquêté derrière les fourneaux de ces vieilles dames centenaires qui auraient tendance à se reposer sur leur laurier. Une cuisine sans âme, banale, de qualité parfois médiocre. Il n'y a pas grand-chose qui a l'air d'être fait maison là-dedans. Et c'est pas bon. Des restaurateurs avisés s'emparent du mythe des grandes brasseries pour le revisiter. Le seul but, et c'est assez compliqué finalement, c'est de faire bon. C'est-à-dire le basique chaud, bonne cuisson, bon assaisonnement. Ils réveillent les belles endormies et les forces, concurrence oblige, à redorer leur blason. On avait perdu le cœur du métier. Aujourd'hui, on revient dans le cœur du métier, une brasserie typique.
Du côté de la place Pigalle à Paris, un curieux phénomène. Des Parisiens, patients et contents, qui sont prêts à faire la queue pendant 45 minutes pour déjeuner. J'attends mes cousins qui viennent d'Italie, donc ils veulent découvrir vraiment un restaurant parisien et c'est l'exemple parfait où on peut aller, quoi. Enfin, c'est juste génial, quoi. C'est une super adresse, et puis c'est pas cher, c'est bon, là ça vaut la peine. Allez, tout le monde devant, là, s'il vous plaît. L'homme derrière ce succès, c'est lui, Jean-Christophe Lehaut. Tu me passes les feuilles de rang et de groupe, s'il te plaît. Il est à la tête du Bouillon Pigalle. Bon service, les gars. Dès midi pétante, à l'ouverture, Bonjour, mesdemoiselles, bienvenue. la salle se remplit à une vitesse éclair. En 15 minutes, les 300 tables sont prises d'assaut. Ici, c'est tout public. Génial. Place de parking ici, ça vous va? Hop là. Aujourd'hui, petit plat du jour. Je suis désolé les enfants. Un steak tartare. Non, on a du lapin moutarde. Lapin moutarde, carotte Vichy. D'accord. À la carte, œuf mayonnaise à 1,90 €, os à moelle à moins de 4 €, un beefsteak à 10,50 € et le bourguignon à 9,80 €. Merci votre beefsteak Signon et monsieur le bœuf bourguignon. C'est ça. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Comme le plat de maman. C'est ça. C'est ça. Brasserie maman un peu, ouais, c'est ça. Sauf que c'est pas maman qui fait les cuisines. Eh ouais. Jean-Christophe Lehaut n'a rien inventé. Sa cuisine faite maison est très classique. Et voici, madame. La profiterole. Il a simplement remis au goût du jour un concept vieux de plus d'un siècle. La version low cost de la brasserie, le bouillon. Le bouillon, ça fait partie du patrimoine gastronomique français. Ça date des années 1850, fin 19e. Monsieur Duval, boucher, sa femme au comptoir, avait des morceaux de viande difficiles à passer. Les mains creuses, les paleronds, les épaules. Ils se sont dit, on va les faire bouillir, on va les distribuer aux gens au hall. C'était un empire entier qui a été construit. On a pu compter plus d'une centaine d'établissements. Et ces restaurants, en fait, ont été la première chaîne de restauration française, comme on fait nous aujourd'hui, mais il y a plus d'un siècle et demi. Née il y a 150 ans, la formule cantine familiale remporte toujours un franc succès. Alors, vous en avez pour combien? Pour 100 €, un peu moins de 100 €. Entrée, plat, dessert, 2 bouteilles de vin, le café. C'est honnête, c'est bien, c'est bon en plus. À ce prix-là, c'est imbattable. Mais alors, comment font-ils pour proposer des entrées faites maison à 3 € et des plats autour de 10 €, et surtout pour autant de couverts? À Paris, il n'existe plus que 3 établissements de ce type. Le Bouillon Pigalle, donc, créé de toutes pièces il y a un an. Le Bouillon Chartier, fondé en 1896. Et pour finir, Julien, porte Saint-Martin, ouvert depuis 112 ans. C'est dans ce bouillon que nous allons percer leur secret de fabrication. Cet établissement, encore dans son décor historique, peut servir jusqu'à 180 couverts. Un ancien chef étoilé vient tout juste d'en prendre les commandes. Christophe Moisan, très impressionné par la beauté art nouveau des lieux. Tout est d'époque. La verrière, les appliques en bronze doré, les panneaux en pâte de verre. Et surtout, ce bar en acajou de Cuba réalisé par le grand ébéniste Louis Majorel. Pour moi, c'est magique. C'est pas dans un restaurant tout simple, tout bête, quoi. C'est un lieu chargé d'histoire qui a vécu, quoi. Pour faire revenir les clients qui avaient fui la brasserie devenue trop chère, le chef a décidé de tout miser sur l'ADN originel du bouillon. Une carte à tout petit prix. J'ai une entrée avec donc perles du Japon, ciboulette ciselée et crevettes. En fait, quand vous faites de la cuisine de bouillon, c'est des grosses quantités. Donc, les grosses quantités, ça se prévoit à l'avance. C'est-à-dire que on refait pas tout tous les jours non plus. C'est-à-dire que il y a des jours où on dit, oh, tiens, on va faire les sauces. On va faire les sauces pour 3-4 jours. Vous pouvez faire du minute quand vous faites du restaurant gastronomique, mais quand vous faites la brasserie en grosse quantité, le but, c'est de faire des mises en place à l'avance. Ça optimise votre travail. Et c'est là que vous faites les meilleures choses aussi. Parce que quand vous avez beaucoup de monde qui arrive d'un coup, faire tout au dernier moment, c'est impossible. C'est impossible. Le chef doit changer ses réflexes classiques de grand cuisinier. On va faire un plat, ça va nous coûter tant, on va dire on va le vendre tant.
On peut vendre un plat 18, 19, 20 euros, c'est pas trop grave, c'est nous qui décidons. Alors qu'une carte de bouillon, il y a quand même des critères à pas dépasser. Dans les entrées, vous n'allez pas mettre une entrée à 9-10 euros, parce que ce serait pas logique. Cette entrée sera vendue seulement à 3,90 euros. Il faut faire les 2 colis de poireaux. Mais ce n'est pas parce que c'est petit prix que ce n'est pas du fait maison. Non, mais aujourd'hui. Tout est frais, cuisiné sur place. En revanche, ce ne seront pas les meilleurs produits du marché qui se retrouveront dans notre assiette. Crème brûlée au chocolat. Hier, on en a fait 20 litres. J'ai peut-être pas pris un chocolat très grand cru. J'ai pris un bon chocolat, mais voilà, je ne peux pas me permettre de prendre un très grand cru. Mais la recette de base, avec la crème, les œufs et tout, elle est là, quoi. C'est une bonne recette. Comme sa clientèle paye en ticket restaurant, il faut réduire les coûts. Mais choisir des produits bon marché ne suffit pas. Il faut aussi avoir le sens des affaires. À petit prix, on est rentable. Pourquoi? Parce que c'est le volume qui fait qu'on est rentable. Il faut faire du volume. Parce que plus vous faites de quantité, plus nous, on peut aussi négocier avec nos partenaires, nos fournisseurs par rapport aux produits. Un co-clé, dire voilà, je vais t'en prendre sur mon temps pendant les 2 mois. Quel prix tu vas me faire? Vous négociez les prix à l'avance. Donc ça, c'est un travail qui est fait en amont, quoi. Vous pouvez avoir 5-10% en moins des volumes que vous faites. Ouais. Sitôt fait, sitôt servi. Des prix de gros négociés, des produits frais bon marché, des plats préparés à l'avance. Voilà comment font les bouillons pour nous proposer du fait maison à 10 euros. Ces cantines populaires font donc le plein grâce à leur petit prix. Mais la plupart des grandes brasseries misent sur toute autre chose. Un voyage dans le temps, le fantasme d'un pari éternel et rassurant. Saint-Germain-des-Prés est l'un des quartiers les plus anciens et les plus élégants de la capitale. Quand on y déjeune, ce n'est plus une affaire de plat ni de prix. 3 établissements, les 2 Magots, le café de Flore et Lippe, se partagent un patrimoine culturel de légende. En poussant la porte d'une brasserie comme Lippe, c'est précisément ce que l'on vient chercher. Claude Guittard est à la tête de la plus mondaine des brasseries. Comme à son habitude, il s'imprègne des lieux tôt le matin avant l'arrivée de la clientèle. Une sorte de rituel dont il ne se lasse pas. C'est la porte-tambour, c'est la plus ancienne porte-tambour de Paris, je pense. Voilà, qui permet aux clients d'entrer et de sortir, surtout de garder la chaleur, l'hiver ou le froid. Et ça, c'est du crin de cheval, c'est joli. Et ça dure des années. Hein, donc il n'y a plus personne qui sait faire ça. Cette institution centenaire possède des codes que seuls les habitués maîtrisent à la perfection. Dans la géographie lippienne, là, c'est le paradis. La salle du fond, c'est le purgatoire. Et le premier étage, c'est l'enfer. Ici, on est à Saint-Germain-des-Prés. Il faut être vu et il faut se montrer. Et on ne se montre pas au premier étage parce que personne ne vous voit. Et on se montre moins dans la salle du fond, c'est beaucoup plus discret. Alors, si on vient chez Lippe, c'est pour quand même un peu se montrer. Et quand on est un client important, on n'est pas placé n'importe où dans la salle. Il y a 2 tables mythiques dans le paradis. Il y a la table numéro 1, hein, voilà. Donc c'est celle-ci, contre le bar, où on installe, c'est vrai, les fidèles parmi les fidèles. Et on peut prendre dans la liste François Mitterrand, on accueille aujourd'hui Vincent Lindon, Kate Moss. Quand on est assis là, de dos, le miroir étant incliné de 10 degrés, on voit qui rentre sans avoir besoin de se retourner. Et alors, au bout du rang, il y a la fameuse table numéro 8 où les 2 convives sont placés sur la banquette. C'est un peu la table des amoureux parce que 2 sur la banquette, sous la table, les genoux se touchent. Pour avoir une chance d'être placé au paradis, il faut soigner son apparence. Oui, le dress code, c'est important. On interdit certaines tenues vestimentaires, on n'aime pas les shorts chez les hommes. Voilà, le short, c'est la plage, c'est pas Paris, Saint-Germain-des-Prés. On est un peu mondain. Moi, j'ai connu ici des soirées, des sorties d'opéra où les femmes arrivaient en robe longue et les messieurs en smoking pour dîner. Robe longue et smoking ne sont plus vraiment de mise aujourd'hui. Mais la brasserie, elle, reste figée dans le temps. C'est assez anachronique dans un monde qui change.
La carte de la brasserie n'a pas changé depuis 60 ans. On vend toujours les mêmes plats. Il n'y a jamais de nouveauté. On vend des produits français et on ne veut pas gâter notre gastronomie française avec du Coca-Cola américain. Claude Guittard fait ainsi perdurer un savoir-vivre à la française. Si l'IP est devenue une telle institution, c'est aussi par sa proximité avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et les horloges, elles avancent de 7 minutes. Pourquoi? Parce que d'ici, il fallait 7 minutes pour aller à l'Assemblée nationale et 7 minutes pour aller au Sénat. Donc, sous la 4e République, il y a une vraie activité parlementaire ici. La presse disait que les gouvernements tombaient à la Chambre et se faisaient chez l'IP. Les personnalités politiques en ont fait leur place forte. Et d'ailleurs, ce jour-là, des jeunes presque incognito le conseillaient à l'Élysée, Bruno Roger Petit. Chaque fois que je passe le pas de la porte de l'IP, je pense à François Mitterrand. Voilà. Et donc, effectivement, venir ici, c'est venir dans un moment d'histoire, parce que tout est dans son jus, y compris les pancartes, disant qu'on n'a pas le droit de fumer la pipe ou des choses comme ça. Et donc, on a l'impression de rester dans une France assez éternelle. C'est à la fois très parisien et très provincial. Et c'est une pure synthèse de ce qu'on aime dans la France. Des sensations, des odeurs, des humeurs, des goûts. Des gens qu'on voit, qu'on connaît de loin, qu'on reconnaît, on se salue et c'est ça qui est plaisant. Cette histoire, ce décor, ont valu à la brasserie d'être classée aux monuments historiques en 1988. Mais si l'IP est aujourd'hui une institution de la capitale, elle n'a pas été créée comme nombre de grandes brasseries par des Parisiens, mais par des Alsaciens. Tout commence avec la défaite de 1870 face à la Prusse. À cette époque, la France perd le territoire de l'Alsace-Moselle. De nombreuses familles alsaciennes désirant rester françaises quittent alors leur terre pour Paris. C'est le cas de Léonard Lipp et de sa femme Pétronille, qui ouvrent leur brasserie en 1880. Tout comme la famille Zimmer, place du Châtelet, en 1896. Les Alsaciens ont été les premiers restaurateurs à proposer une bière pression à Paris. Et c'est parce qu'ils y brassaient la bière que ces restaurants s'appellent aujourd'hui encore brasseries. Les brasseries sont aujourd'hui passées aux mains des Bougnat, à savoir les Aveyronnais, ou les Auvergnats arrivés à Paris à la fin du XIXe siècle. Marcellin Cazes, le patron mythique de la brasserie Lipp, symbolise bien la destinée de ces provinciaux montés à la capitale. À 14 ans, il porte des sacs de charbon de 50 kilos qu'il livre dans les étages des appartements parisiens. Puis il devient porteur d'eau, avant de commencer sa carrière en brasserie comme simple garçon de café. 16 heures tous les jours, du lundi au dimanche, un travail harassant. À seulement 32 ans, il réussit à racheter l'IP en 1920 pour en faire l'institution que l'on connaît. 100 ans plus tard, du côté de la Bastille, Adrien s'apprête peut-être à vivre la même ascension sociale que Marcellin Cazes. Pour la première fois, ce jeune garçon de 17 ans va officier comme chef de rang sur un service du soir chez Beaufinger. On change avant et après le match. Devenir serveur dans une grande brasserie parisienne, c'est comme intégrer la Ligue des Champions. Ça ne s'improvise pas et chaque détail compte. Plus beau, c'est la classe. Il y a le costume, il y a le nœud papillon. Ça fait le tout. Le directeur et le maître d'hôtel ne vont pas le jeter sans filet sur le terrain. Adrien, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Bonsoir. Bien, ça va. Ils seront là pour encadrer le jeune apprenti. Et donc c'est messieurs dames à l'opéra, donc ils sont relativement pressés. Ok. Allez, bon service mon grand. Merci. À tout à l'heure. Adrien s'empresse de remplir leur coupe de champagne et de répondre à leurs moindres désirs. Une petite attention qui ne laisse pas ses clients philippins indifférents. On a remarqué l'attention portée aux détails, le service, la nourriture. Ça rend Paris magique. C'est une expérience inoubliable. Adrien ne fait pas qu'apprendre son futur métier. En revêtant l'uniforme, il embrasse l'histoire de France. C'est stressant. Sa tenue est héritée des maîtres d'hôtel qui servaient l'aristocratie. Monsieur, vous avez terminé? Après la Révolution française, beaucoup d'entre eux se tournent vers les restaurants et naturellement un peu plus tard vers les brasseries. En
En gardant leur tenue et leur sens de l'étiquette, ce sont eux qui vont donner au service des brasseries ce cachet si particulier. Le côté tablier est aussi quelque chose de rassurant. Le client voit un serveur qui est propre. Le blanc inspire le propre. Les nappes sont blanches, pas pour rien. On veut à tout prix garder ces uniformes. Le comportement du personnel va de pair avec le désir de la clientèle de se faire dorloter. Le service est impeccable. Comme dans beaucoup de brasseries, il est vraiment, et ici spécialement, il est très agréable. Les serveurs sont aux petits soins, on n'a rien besoin de demander, tout arrive en même temps, c'est agréable, j'aime bien. T'oublies pas surtout la mayonnaise. Hein, Jusqu'à présent, tout se passe bien. Alors le sèvres même. Merci. En fait, pas le goûter tout de suite. Pas tout de suite. Parce qu'en fait, on a encore la demande. Il n'y a pas de souci. Il travaille bien, on sent qu'il est motivé, on sent qu'il se plaît là, et il fait ça avec un grand sérieux, ça va me faire vraiment plaisir. L'un des clients vient de commander l'une des grandes spécialités de la maison, un filet de bœuf flambé en salle. Problème, Adrien n'a aucune idée de comment faire. C'est ça, je n'ai jamais fait ça. On n'en est même jamais servi encore, clairement. Il faut qu'il y ait un point d'accroche. Quand tu as ton point d'accroche, tu vois, ça commence à caraméliser tout autour. On est sur un filet de bœuf flambé avec une base de cognac et détendu avec une sauce poivre. C'est avec des pommes frites. On est vraiment sur le filet de bœuf à la française. Voilà, un grand classique. Donc là, on arrose, on a laissé le point de chauffe se faire. On arrose, on laisse flamber la viande. On est vraiment sur quelque chose où la viande doit se détendre et l'alcool doit brûler, quoi qu'il en soit, pour s'évaporer. Dès que l'alcool est évaporé, on mouille avec la sauce poivre. On coupe le feu. L'assiette chaude, Adrien, s'il te plaît. Excusez-moi. Donc, tu mets toujours la viande autour. Tu enlèves ta sauce sortie de la cuillère avec la fourchette, ok. Tu arroses ta viande. C'est une viande qui doit être bien arrosée. D'accord. Et voilà. Merci. Bon appétit, bien sûr. Et voilà pour vous. Bon appétit, messieurs, dames. Flamber une viande en salle ou préparer une seule meunière font partie du décorum de la brasserie. Ça, c'est un produit phare. Alors, je commence par la queue. Il faut essayer de faire les choses le plus rapidement possible et le mieux possible. Après, on arrose comme ça le filet qui est doré de beurre meunière. Et ensuite, on détache le centre comme ceci. Là, elle est cuite correctement. C'est ce qui nous facilite le travail. Vous détachez l'arête centrale, vous mettez le petit citron ici et vous avez fait un travail correct et rapide. Être rapide, c'est indispensable pour garantir un poisson chaud à la dégustation et vite retourner auprès des autres tables. Le rythme, le côté sportif, les allers-retours en cuisine, les commandes incessantes Vous désirez prendre l'apéritif, madame, monsieur ? ne sont pas pour déplaire aux jeunes chefs de rang. Alors, baptême du feu sur le soir, comment s'est passé? C'était bien. C'était bien? C'est mieux que le midi. Pourquoi? Parce que le midi, on dort. On dort, mais on dort pas le midi. Si, on dort. Il y a une activité. Voilà. Donc voilà, faut continuer comme ça. Sourire, banane, c'est donner du rêve, donner du bonheur aux clients. D'accord? Je suis très content de toi. S'il continue sur sa lancée, Adrien peut espérer faire une belle carrière. Chef de rang, puis maître d'hôtel, et pourquoi pas un jour, patron de brasserie. Depuis la rue, et même à des kilomètres, on les repère au premier coup d'œil. Beaucoup sont situés sur de grands axes de Paris, des boulevards, des places ou des carrefours, bref, des lieux de passage. Et si vous y prêtez attention, leurs chaises se ressemblent toutes. Depuis 100 ans, deux entreprises se partagent le marché, la maison Drucker et la maison Gatti. C'est à Villemer, près de Fontainebleau, qu'est installée cette dernière, reconnue dans le monde entier. Hervé Maugrillon a repris cette maison. C'est lui qui fabrique aujourd'hui ces chaises, symbole d'un art de vivre à la parisienne. Là, vous avez la matière première rotin.
L'espèce choisie pour la terrasse, c'est le rotin Malacca. Donc, qui est la particularité d'avoir une écorce brune, qui est vraiment à l'origine des chaises de terrasse et des brasseries parisiennes, fin 19e, début 20e. C'est une matière qu'on a découverte en France avec les colonies, tout simplement. Le rotin, c'est une fibre qui court tout du long, ce qui permet de justement créer des formes sans qu'il y ait rupture. Vous pouvez faire une courbe sans que la canne se brise. Mais avant que cette canne devienne chaise, il faudra 5 jours au total de travail, entièrement réalisé à la main. Voilà. Là, vous avez l'étuve dans laquelle on va chauffer le rotin et l'humidifier. Il chauffe uniformément. Donc là, c'est gorgé d'humidité. La fibre a été chauffée et imprégnée. Et la baguette de rotin devient très malléable. On va pouvoir la courber sur un gabarit. C'est à l'œil et à la main. Là, vous avez la pose sur moule de cintrage. C'est ce qui va donner la forme du dossier de la chaise. Et c'est délicat parce qu'il faut faire partir l'humidité qu'on a injectée dedans avec l'étuve, de manière à assécher la fibre et lui permettre de conserver sa forme. Ça, c'est des méthodes ancestrales. On a toujours travaillé le rotin comme ça. Il y a un siècle, on le travaillait de cette manière. Voilà. Une fois l'ossature de la chaise créée, reste à l'habiller d'un dossier et d'une assise confortable. Pour ça, Hervé Maugrillon utilise des lanières aussi légères que résistantes. Il dispose de 30 couleurs et plus de 40 modèles de tissage. En les combinant à leur convenance, les brasseries parviennent ainsi à personnaliser leurs chaises et à se distinguer de leurs concurrents. Là, vous avez un point parisien, par exemple. Là, vous avez le point Victoria. Donc, vous voyez les petits chevrons. Vous avez la pointe, là, puis hop, ça repart comme ça. Et là, on a mélangé 2 tissages. C'est-à-dire que vous avez toujours ce point Victoria sur le côté, mais on y a centré un point damassé qui fait apparaître un losange. Depuis leur création, les brasseries ont toujours travaillé avec soin leur terrasse. Car c'est la première chose que le client remarque en arrivant. La terrasse, le siège, permettait aussi d'identifier la brasserie. Déjà à l'époque, vous aviez la couleur, le tressage pour telle ou telle brasserie. Le dôme avait déjà ses chaises, la coupole avait déjà ses chaises. Les contraintes ne sont pas qu'esthétiques. On ne peut pas concevoir un siège de terrasse sans qu'il s'empile. C'est du matériel qui est sorti tous les matins, qui est rentré tous les soirs, qui doit être stocké et prendre le moins de place possible. Une chaise Gatti coûte en moyenne 300 €. Une somme que n'hésitent pas à débourser les restaurateurs. Car une brasserie avec terrasse réalise jusqu'à 60% de son chiffre d'affaires à l'extérieur. C'est précisément pour cette raison que la Lorraine, pourtant réputée pour ses crustacés, vient de déplacer son banc décaillé du trottoir à l'intérieur de la salle. Rabat Guéchoud est l'écaillé en chef. L'homme est triple champion de France, champion d'Europe. Depuis 18 ans, avant chaque service, il compose avec le même amour son tableau de crustacés. Homard canadien, produit on va dire qui est exceptionnel. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est des crevettes de Madagascar. C'est les meilleurs. C'est une petite antenne là, on la pique. On va faire un petit bouquet de fleurs pour les clientes. Parce que nous, quand on présente un produit, les clients, ils le voient et disent « Waouh, le plateau, pour moi, c'est réussi. » Pour chacun de ces crustacés, l'écaillé redouble de créativité. Et voilà mon petit bouquet de crevettes. La langoustine, on va dire, comme celle-là, je ne vais pas la mettre. Elle a une tache noire juste là. Là, je vais essayer de faire un petit truc avec des langoustines et des crevettes. Les clients, ils aiment bien quand on met les produits en valeur avec du volume, on va dire. Comme ça. Et s'il soigne sa présentation, voilà, c'est parce qu'un quart de la clientèle vient spécialement pour manger des fruits de mer. La rentabilité de l'établissement repose sur le banc de l'écaillé. La langouste, celle-là, peut la faire vers les 400 € à peu près. C'est l'une des spécialités des grandes brasseries.
Bonsoir, messieurs, dames. Voilà votre plateau. Mais ces plateaux, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ne se sont généralisés que tardivement, dans les années 80. Bon appétit, messieurs, dames. Les huîtres sur Paris, ça a été l'idée au départ de la maison Prunier et également de Charles Lombardi, c'est un Marseillais. Alors ce Charles Lombardi vendait des huîtres à Marseille et il a eu l'idée d'associer un petit peu de coquillage avec des palourdes, des prairies, choses et autres et des oursins. Il est monté à Paris avec cette idée-là, voilà, qui lui a été copiée par de nombreuses brasseries qui, elles, ne vendaient que des huîtres sur la période uniquement hivernale. Hein. Et puis après, à partir des années 80, on a commencé à en vendre toute l'année. Éventuellement, tu peux peut-être ouvrir 1 ou 2 oursins pour montrer comment ils sont bien pleins. La bouche de l'oursin, elle est là. Il y a des gens qui l'ouvrent comme ça, normal. Et nous, on l'ouvre par derrière pour le mettre un peu plus en valeur. Des produits de première fraîcheur, joliment présentés, des décors qui font rêver, un service aux petits oignons, tout cela a un prix. En moyenne, un dîner dans une de ces grandes brasseries vous coûtera 50 € par personne. Mais ce prix élevé est-il toujours justifié? Et voilà le plateau. Magnifique. Pour répondre à cette question, nous nous sommes entourés d'un jury de choc. Tout d'abord, Xavier de Namur. Ce restaurateur est à la tête de plusieurs brasseries de quartier. Toujours en train de peloter, envoyer des emails, c'est un homme d'affaires ça. Pour l'épauler, nous avons convié Emmanuel Rubin. Ça va et toi? Ça va, c'est longtemps. Bon, pas de si longtemps, je t'ai vu il y a 1 an ou 2. Critique gastronomique, il aime toutes les cuisines et pour lui, la brasserie est un incontournable de la restauration. C'est vraiment pour moi la quintessence du restaurant, une brasserie. On dit parfois qu'un restaurant c'est un petit théâtre. Alors, si un restaurant c'est un petit théâtre, une brasserie ça doit être une grande comédie. Nous nous sommes rendus dans le quartier de l'Opéra à Paris. Ici sont installées plusieurs grandes brasseries centenaires. Notre jury a décidé d'en tester une au hasard. Notre journaliste les accompagne en caméra cachée. Vont-ils vraiment avoir droit à une grande comédie? Excellent déjeuner. Un accueil chaleureux et une très belle verrière Art Nouveau les mettent déjà en appétit. Merci beaucoup. On est vraiment dans l'archétype de la brasserie parisienne. Bonjour. Merci. Nos deux experts tiquent à la lecture du menu. On est déjà entré à 60 €. 60 € minimum. Je voulais savoir, dans la soupe à l'oignon, qu'est-ce que vous mettez pour faire le boulot? Comment ça fait? La soupe à l'oignon. Comment ça? Un petit peu de viande, des oignons. Le boulot, il fait comment? Il y a du blanc de volaille. C'est quoi? En cube? C'est des bouillons. C'est un peu bouillon, hein? C'est vous qui faites? Oui. Ah ben moi je vais prendre ça. Les poireaux vinaigrettes, s'il vous plaît. Carpaccio, d'accord. Et après, moi je vais prendre le tartare. Le tartare de bœuf? Ouais. C'est acheté à la commande, ça? Oui, vous faites vous-même. Moi je vais prendre le pot-au-feu. Pot-au-feu. À peine servi, c'est la déception. Il n'est pas portion, pas très alvéolé. Déjà un peu fatigué, mou. Ils sont pas la céréale, il est mou. Si je regarde ma soupe à l'oignon, c'est fait avec un vulgaire gruyère. Tu vois que ton gratin ne file pas. C'est pas très bon. Le bouillon, je sais pas comment il est fait, mais c'est de la flotte. Je vois même pas, il y a de l'oignon. Il y a de l'oignon un peu au fond, mais il faut les chercher quand même. Chercher au fond, il faut les chercher. 12 €, c'est excessif, il n'y a rien à bouffer dedans, et surtout c'est pas bon. C'est dommage parce que quand on voit que la gratinée, la soupe à l'oignon, qui est un plat emblématique de Paris, et il y a vraiment des gens du monde entier qui viennent le manger, je pense que quand ils découvrent ça, ils disent en fait c'est ni plus ni moins que dégueulasse ce plat-là. Ils n'ont pas envie d'y revenir. Le déjeuner commence mal. Et aucune de nos entrées ne va leur donner satisfaction. Alors on va y retourner. Voilà. Là on est sur du gros poireau. Ah, il est ferme. Il est dur. C'est quasiment du bambou, assez filandreux. C'est pas bon. Le petit consommé de légumes. Vont-ils se rattraper avec les plats? Là, c'est assez rigolo. C'est quoi comme œuf, ça? C'est un œuf comment? Ça, c'est un nouveau produit. Un nouveau produit. Les nouveaux œufs, c'est hallucinant.
24 €. On vous mettait un œuf qui n'est même pas un œuf en coquille. Chaud quand même. Pour vos produits, c'est des œufs en bidon. Moi, je ne peux pas manger ça. En plus, c'est des poules élevées en batterie. Si on n'arrive même plus à te servir un jaune d'œuf, c'est pas logique. Et là, c'est pas faire le chien. C'est un grand moment du rock'n'roll. Là, si tu fais le bilan, je parle même pas du tartare, je crois que tout est dit. Le seul plat qui soit fait maison, c'est vrai, c'est le pot-au-feu. La légende elle est jolie au mur, elle est jolie quand on la raconte au dos du menu. Les plus grands peintres, les frères Lumière, on fait la magie de ce lieu. Ouais, mais la cuisine, ça fait longtemps qu'elle s'est fait la malle. Et à ce prix-là, c'est hallucinant. Et je suis désolé, les propriétaires de cet endroit-là, ils le savent. S'ils ne le savent pas, c'est grave. S'ils le savent, c'est coupable. Dans tous les cas, c'est pas acceptable. Cette mauvaise expérience n'est pas une exception. Certaines grandes brasseries laissent un goût pour le moins amer. Et l'addition n'arrange rien. Allez. 120 € à 3, sans dessert, ni café, et surtout sans compter les 24 € de tartare dont la brasserie a préféré nous faire cadeau. Il n'y a pas grand-chose qui a l'air d'être fait maison là-dedans. Et c'est pas bon, c'est très cher. Très cher. Très, très cher. Alors même s'il y a des gens, j'imagine, aux heures de bureau, ils viennent manger à l'heure de bureau, mais on a vu qu'à 14 h, tout se vide. À 40 € au déjeuner, par personne, sans dessert, sans même visiter la cave, je sais pas de quel bureau tu parles. En tout cas, ils viennent pas épuiser leur ticket resto, autrement la souche, elle part en un déjeuner. C'est hors de prix et très mauvais. C'est vraiment tout ce qu'on n'attend pas d'une brasserie. C'est l'inverse de ce que devrait être une brasserie. Notre critique culinaire n'a rien pu avaler. Xavier de Namur ne veut surtout pas le laisser sur cette fausse note. Le restaurateur prend l'initiative de l'inviter à sa table pour une réconciliation immédiate avec l'authentique cuisine de brasserie. Allez, tiens, goûte ça, dis-moi ce que t'en penses. Déjà, tu vois, là, ici, tu vas voir ton fromage qui est gratiné au-dessus. Et là, ça sent déjà très bon. T'as pas à aller pêcher les 3 morceaux d'oignon, il y en a partout. Regardez dans ma cuillère. Ça, c'est Paris. Ça, c'est un vrai plat de brasserie. Alors, comme toujours, ça file. Ça file, c'est chaud, mais c'est délicieux. Regardez les oignons. Ils sont encore vernissés. Non, non, c'est délicieux. Ça, c'est délicieux. On mange enfin. Parce que des brasseries historiques ont abusé de leur décor pour facturer de la mauvaise gastronomie à prix d'or, certaines luttent aujourd'hui pour leur survie. Pierre Daridan vient d'être nommé à la Coupole, brasserie mythique du boulevard Montparnasse qui fait face à une fuite de sa clientèle. Son constat est assez accablant. La concurrence est importante. Nous avons en face de nous une belle enseigne qui s'appelle le Relais de l'Entrecôte, une maison traditionnelle dans Paris, le Select, l'Atelier. On a la Rotonde également où on a notre très cher président qui est venu y dîner. Il faut se démarquer dans la qualité, dans l'offre, dans la diversité de l'offre que nous avons nous dans la brasserie. La Coupole est un lieu mythique, plus mythique que notre concurrence, donc à moi de la faire redécouvrir dans notre quartier. Le problème, c'est que ceux qui ont fait les belles heures de l'établissement ne sont plus là pour entretenir la légende. Le quartier était fréquenté autrefois par une grosse clientèle parisienne, une grosse clientèle d'artistes, des écrivains, des peintres. Aujourd'hui, voilà, toute cette clientèle a disparu. Mais la Coupole a surtout souffert ces dernières années de choix stratégiques inefficaces. Ah, magnifique. Je suis arrivé il y a 5 mois et je suis arrivé dans l'ancienne Coupole. La terrasse était fermée. On n'avait aucune visibilité sur l'extérieur. C'était vraiment un mont-roi. Et là, on avait une porte automatique comme dans les aéroports qui s'ouvrait, tac, tac. On avait un sas à l'extérieur, là. La terrasse était totalement fermée. Il n'y avait aucune vie. C'était pas une brasserie parisienne. C'était comme un aéroport, sans vie, sans rien. L'endroit frôle l'agonie. Et l'une des raisons de la baisse de la fréquentation, c'est l'ancienne carte. Trop chère et peu fournie.
La carte était très réduite, il y avait 3-4 fournisseurs, 3-4 références qui ne correspondaient pas à la clientèle de brasserie d'aujourd'hui. Et les prix étaient exorbitants. Curry d'agneau, qui est un plat emblématique depuis 1927 à la Coupole, voilà, on l'a remis au goût du jour, on l'a remis en avant, on le met en scène et puis on a baissé également son prix parce qu'il était à plus de 30 € quand j'ai repris la maison. Aujourd'hui, on l'a descendu de prix et c'est devenu pratiquement un incontournable. Les taux de prise, on en vend entre 30 et 50 par jour, alors qu'avant, on était sur une quinzaine. On était devenu la brasserie la plus chère du quartier. Aujourd'hui, on est la brasserie la moins chère. Au lieu des 1500 couverts par jour aux grandes heures de l'établissement, aujourd'hui, il y a 3 fois moins de clients. Tout cela est d'autant plus regrettable que la Coupole est un poumon du quartier de par son histoire. L'endroit se visite comme un musée. Emmanuelle Corselet-Prévost est guide conférencière. Elle tente de garder vivante la légende de cet établissement. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, je vais vous raconter comment je me suis passionnée pour ce lieu. Ce jour-là, un groupe de Nantaises qui aiment à profiter de Paris et de ses expositions. C'est un musée. Un musée ouvert à tout le monde et on ne peut pas déjeuner sans s'intéresser à notre histoire finalement. Oui, c'est un endroit mythique. Elle ne voulait pas manquer ce haut lieu de Montparnasse, inauguré le 20 décembre 1927. Alors attention, une fête absolument géante. 2500 personnes. 2500 personnes ici même et 1500 bouteilles de champagne. Tout Paris comprend qu'en une seule soirée, la Coupole est devenue une institution. Pourtant, au départ, le pari était risqué. Les 2 fondateurs de la Coupole, qui sont 2 beaux-frères, Frot et Lafont, ils avaient géré le Dôme avec succès, mais ils se retrouvent sans travail du jour au lendemain. Quelqu'un leur dit « Mais pourquoi vous ne feriez pas l'affaire Juglar ?» Alors, l'affaire Juglar, c'est là où vous êtes exactement aujourd'hui. C'est un dépôt de bois et charbon. Ils décident de construire ici même la plus grande brasserie de Paris. Avec ses 800 mètres carrés de salle, elle détient toujours ce record. Les fondateurs ont tout vu en grand. Un plafond avec une très haute hauteur, contrairement au café alentour, qui était petit, bondé, enfumé, etc. Tout le monde alentour se dit mais ils vont se brûler les ailes, ils sont complètement fous de construire un tel lieu. Mais simplement, le chantier, eh bien, il réserve des surprises. C'est-à-dire qu'on creuse, mais à Montparnasse, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des carrières, c'est vide. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soutenir par des colonnes. Vous voyez, tout autour, là-bas, qui se dressent comme ça, c'est comme si c'était un hall de gare ou un grand parking. Ces 16 colonnes qui auraient pu gâcher l'endroit vont devenir son atout principal. Car les fondateurs font appel aux artistes de Montparnasse, élèves de Fernand Léger et de Matisse. Les peintres s'en donnent à cœur joie. Il y a un thème dominant général, qui est la femme. Qu'elle soit vêtue ou qu'elle soit dévêtue, c'est la femme. Pourquoi la femme? Parce que vous savez qu'après la Première Guerre mondiale, la femme se libère énormément du corset, des vêtements, etc. C'est le sommet, justement, des années folles. Le lieu adopte le style art déco typique de l'époque. Pendant 50 ans, jusque dans les années 70, la brasserie ne cesse d'accueillir du beau monde. L'artiste de cabaret Joséphine Baker, l'écrivaine Simone de Beauvoir, les poètes Jacques Prévert et Jean Cocteau, ou encore le sculpteur Giacometti. Mais cette clientèle d'artistes et d'écrivains fait désormais partie du passé. Alors pour que le lieu continue d'écrire son histoire au présent, il faut impérativement rajeunir la marque, fidéliser une nouvelle génération. Pour ça, Pierre Daridan, le directeur du restaurant, a eu une idée. Faire appel à un jeune humoriste. Relancer le célèbre dancing de la Coupole. On marche là? Yes, sir. Tu vas me dire si ça te plaît dans un premier temps? Cette salle a été pendant 50 ans un des hauts lieux de la vie nocturne. Jusque dans les années 70, les Parisiens venaient y danser jusqu'au bout de la nuit. Mais faute de fréquentation, le dancing était fermé depuis 2 ans. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Très, très cool. C'est la première fois que je vois ça avec les lumières, donc ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ouais, cool, hein? Ouais, ça se met en place. Ouais, très cool. Hein? Parfait. Pierre Daridan
espère réouvrir cet espace chaque week-end pour des spectacles. C'est une première, hein. On relance le dancing, on relance la coupole. J'inaugure la soirée à la coupole, Paul Taylor and Friends. Donc je fais une soirée francophone et anglophone aussi. Avant, c'était de la danse. Aujourd'hui, dancing, on ne sait pas trop si on est vraiment dans l'air du temps. Je pense que le stand-up, c'est pas mal. Déjà, dancing, c'est un anglicisme que nous, on utilise. Ça n'existe pas, à dancing. On peut être en train de danser, we are dancing, mais un dancing, ça n'existe pas en anglais. Voilà. Mais j'aime bien l'anglicisme, le faux anglicisme qu'on utilise en français, c'est génial. Donc voilà, je pense que ça va matcher, quoi. Je pense que c'est une bonne idée. S'il y a des choses à faire. Faire le mic check et le son et tout ça. Ce soir, à valeur de test, le directeur a misé sur une formule dîner-spectacle à 45 €, ou simplement le spectacle avec cocktail pour 21 €. Le concept a été annoncé uniquement sur les réseaux sociaux pour attirer une clientèle jeune. Ça va, tout se passe bien ? Ça va ? Sans ça, les moins de 30 ans n'auraient pas eu l'idée de passer leur soirée à la coupole. Visiblement, la pêche aux jeunes a fonctionné. On connaît juste le nom de la coupole, mais on n'était jamais vu. C'est la première fois pour nous ici. Mais c'est beau, franchement. Oui, je ne connaissais pas avant, mais j'aime bien le décor. Justement, on était en train de dire que ça me rappelle des films un peu des années 50, donc j'aime bien l'ambiance. Allez, Paris, faites du bruit! Yes! Welcome to the show. It's a weird, like 360 degrees show. Je suis très content d'être là. Il faut que je vous parle de cette situation ici. Ouais, depuis le début, vous vous demandez, je vois ça, j'ai perdu un gage. Ah ouais, il est anglais, il boit du thé. C'est marrant, ça. La coupole joue son va-tout. Les spectacles d'humoristes lui permettront-ils vraiment de se refaire une jeunesse ? S'il vous plaît. Une nouvelle génération de restaurateurs ne s'embarrasse pas d'une histoire à faire revivre. Alexandre Gisbert a 34 ans. Il a grandi sur les banquettes de l'Ypres. Petit, mon père m'emmenait dans les restos. J'adorais ça. On se faisait des plateaux de fruits de mer. Je me faisais des riz de veau, des soles meunières. Et ça, c'est des plats pour moi. C'est des choses qui, je pense, ça parle à tout le monde. En fait, c'est les vieux classiques qu'on a envie de retrouver aujourd'hui. C'est les vieux classiques qu'on aime. Le jeune cuisinier vient d'ouvrir sa propre brasserie. Son but, c'est de moderniser ce concept né il y a 150 ans. Pour y parvenir, il est à l'affût de produits d'exception. Ce jour-là, il se rend près de Bordeaux pour finaliser auprès de son éleveur sa prochaine commande de poulet. Là, ce sont mes volailles. Ça, c'est ça, voilà, exactement. Là, la semaine prochaine, c'est ce qui part à Paris. Celles qu'on voit plus, là, qui sont cachées. Voilà, exactement, là, elles sont un petit peu cachées. Elles sont le prédateur. Elles en sont type cuisinier arrivé. On a une volaille qui est un peu plus noisette, qui est un peu plus... qui a une peau très très souple aussi. C'est un très très bon poulet rôti. Ça a du goût, c'est beaucoup plus ferme, ça a une vraie texture. L'éleveur a fait un choix de production rare. Ces volailles grandissent en totale liberté au cœur d'une forêt de 80 hectares. Ces parcours en pleine nature, ça a une incidence directe sur la qualité. On le revoit automatiquement dans l'assiette. On a des volailles qui sont pleines en chair. C'est pas de la poudre aux yeux, c'est vraiment pour avoir un développement du gras intramusculaire, ce fameux persillé, qu'on recherche tout le temps. Ces poulets sont très demandés. Ils se retrouvent seulement sur les tables des plus grands restaurateurs. C'est la première fois que l'éleveur accepte de travailler avec une brasserie. Comment ça s'entend? Comment ça être copain? J'ai des clients, ils viennent depuis 40 ans, ils sont servis en premier. Maintenant, les plats se raréfient un petit peu. Tous les restaurateurs avec qui je travaille, je les connais. On produit les animaux, vraiment pour une façon de travailler en cuisine. Il y a un sur-mesure qui est là derrière chaque client. Tout l'enjeu d'Alexandre Gisbert, c'est maintenant d'être à la hauteur de la confiance de son éleveur. Quelques jours plus tard, dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien, nous le retrouvons au fourneau. C'est un beurre d'herbe avec lequel on badigeonne les volailles.
pendant qu'on les fait rôtir, pour leur donner du goût et les nourrir. On rajoute juste ce petit truc, faut surtout pas le dire à Alexandre. On va les enduire avec le petit beurre d'herbe, que ce soit bon, chaud, assaisonné, avec la bonne cuisson, et ça suffira largement. Regarde ça, c'est magnifique, ça croustille et ça te donne envie. Même nous, en fait, on les voit tous les jours, ça nous donne envie. Pour déguster ce poulet rôti, il en coûtera 27 € au client. Alexandre Gisbert revisite à sa sauce nos vieux classiques. Céleri rémoulade, os à moelle. Les plats sont servis dans une vaisselle design par des serveurs lookés, le tout dans un décor branché, y compris la clientèle. On voit tout de suite que c'est un poulet fermier, nourri au bon vin, c'est charnu, c'est goûtu, c'est très très bon. La sauce est très très bonne et se lie très bien avec la viande. Les jeunes Parisiens sont séduits par sa néo-brasserie, ouverte il y a seulement 3 mois. Garante de notre patrimoine culinaire, les grandes brasseries parisiennes ont encore de beaux jours devant elles, pourvu qu'elles entretiennent leur légende et parlent aux nouvelles générations.